nous, on observe ce qui se passe. Et effectivement, la question de l'enlisement de ces choses un peu intermédiaires, floues, on se la pose. Mais ceci dit, dans tout ce qu'on a observé, il y a une logique de différenciation de la qualité et à la fois des ressources utilisées, de la qualité des produits et aussi une différenciation avec une volonté de qualifier la démarche en elle-même, en particulier sur le fait qu'il y a de nouvelles façons de coopérer dans un certain nombre de ces systèmes. Donc il y a effectivement, de façon assez systématique dans ce qu'on connaît, une logique de différenciation, non seulement des produits, mais aussi de la démarche, comme la logique de qualification d'une démarche de type commerce équitable. Alors, ce qui est intéressant dans ces initiatives, c'est le fait que les démarches de qualification, elles combinent des standards privés ou publics habituels, AOP, AOC, le bioéquitable, etc., et des logiques de qualification plus liées à l'initiative, à l'expérience, et qui reposent plus sur la confiance ou un cahier des charges interne. Et souvent, on combine les deux formes de qualification et de différenciation. Des standards publics ou privés reconnus, une qualification interne, et puis on observe aussi la création de nouveaux standards qui sont un peu dans un no man's land au niveau réglementaire et certification. Donc il y a qualification des démarches et des produits. Après, moi je connais bien votre concept système alimentaire territoriaux et on s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Et nous, système alimentaire territorial, pour moi, prend beaucoup en compte la dimension régionale. Système alimentaire du milieu, ce n'est pas un concept opposé. On prend plus en compte la démarche des différents types d'initiatives avec cette vision régionale sur laquelle notre référence, c'est système alimentaire territorial, parce que effectivement, tout ça ne peut se développer que s'il y a en face aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, des politiques territoriales qui vont dans ce sens-là. Si vous permettez, oui. Je voudrais ajouter une chose. Là, vous parlez du territoire, professeur Astouin, mais même au niveau de l'entreprise, la différenciation est toujours difficile à valoriser. Aujourd'hui, à quoi je me heurte, sauf quand je parle des fois avec Éthicable, je me heurte à la comparaison entre les pâtes lambda, qui titrent 12% de protéines contre moi 18 ou 19, avec une digestibilité qui est incomparable, avec un taux de glucides moins élevé, tout cela. Et quand on me compare le prix d'une pâte lambda avec ma pâte, forcément mes pâtes sont plus chères. Mais cette différenciation, pour la faire rentrer dans la tête du consommateur, c'est pas évident. Et le deuxième point aussi qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que pour l'instant, le mot est peut-être fort, mais il y a une grande ignorance dans dans l'équilibre alimentaire de l'individu aujourd'hui en France. Quand on parle d'équilibre alimentaire, d'équilibre nutritionnel, je vais vous dire, il y a une personne sur 10 qui est capable de vous dire à peu près ce que ça veut dire. Et ça, c'est important. Donc l'éducation de nos concitoyens concernant l'alimentation est à faire. Et la différenciation, pour l'instant, elle passe difficilement. Voilà. Et c'est très compliqué. Juste un petit mot, c'est de dire que cet après-midi, on va aborder la question de la coopération entre l'amont et l'aval pour co-construire la qualité. Et donc, on aura une présentation qui ira dans ce sens. Voilà. Moi, je voudrais juste rejoindre M. Spanghero sur la différenciation. Nous, on a le même problème quand on vend des produits biologiques et équitables en supermarché. Les acheteurs, les chefs de rayon en supermarché, très sincèrement, ont peu de considération pour l'équitable. Le bio, c'est un facteur qui les fait acheter des produits, y compris les payer plus cher. L'équitable, c'est difficile de justifier. La dimension paysanne, les variétés anciennes, etc., c'est des problématiques qui sont loin des acheteurs de grande surface. Je ne parle pas du consommateur, je parle du chef de rayon. Et donc justifier cette différenciation, parce que nous aussi on est plus cher que les produits conventionnels, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, même si on sent bien qu'il y a une demande des consommateurs et que c'est une thématique qui est extrêmement
dans l'air du temps, y compris avec les états généraux de l'alimentation, etc., qui parlent de rémunération juste, de commerce équitable, etc., etc. L'autre chose, c'était pour réagir sur l'échelle du territoire, puisque nous, on n'est pas du tout à l'échelle de l'Occitanie, on est encore moins à l'échelle locale. On travaille avec des groupes, puisque nous, on vend à l'échelle nationale dans toute la France, dans tous les supermarchés. Par contre, on a la faiblesse de penser que notre démarche, elle est extrêmement complémentaire des circuits courts, des systèmes intermédiaires, du milieu de chaîne, etc. Et on travaille avec des groupements qui sont impliqués, je parle de Terretic par exemple, ou des GIE Fermes de Chassagne, sont impliqués dans des magasins de producteurs locaux qu'ils ont cofondés eux-mêmes, où ils ont des permanences pour vendre leurs fruits rouges ou leur farine sur meule de pierre. Ils vendent localement dans les magasins bio de la région et ils vendent à Éticable en circuit long. Et en fait, on s'aperçoit que ces démarches, d'abord, elles s'opposent pas du tout, au contraire, elles sont même extrêmement complémentaires. Et après, je plaide en faveur de ma paroisse, mais nous, on a des retours de ces producteurs qui nous disent que finalement, ils sont mieux payés en vendant leurs confitures de fruits rouges à Éticable qu'en les vendant en circuit court. Pourquoi ? Parce que quand ils vendent en circuit court, il y a une permanence à faire, il faut être là pendant 6 heures pour vendre 3 pots de confiture et que le temps de vente, malheureusement, souvent, que ce soit sur un marché de plein vent ou dans un magasin de producteurs, le temps des tournées pour faire les livraisons, pour livrer 3 cartons ici et 2 cartons là, ce temps-là, il n'est pas rémunéré pour les producteurs. Et donc, en fait, parfois, c'est pas rentable. C'est complémentaire, mais c'est pas rentable. Et dernière chose, c'était pour rebondir aussi sur les dispositifs d'accompagnement. Nous, on travaille avec des organisations de producteurs qu'on accueillit à des stades très différents. Certaines qui ont été appuyées, par exemple, par la FOG pour travailler sur des coûts de production extrêmement précis. D'autres qui ont été appuyées par des RDR, notamment en Rhône-Alpes, pour mettre en place des magasins de producteurs. D'autres qui ont été appuyées. L'initiative de Paysans d'ici, c'était titillé par le GAP 32. On travaille avec le GAP 35 en Ille-et-Vilaine pour structurer une filière sarrasin et colza. Donc à chaque fois, je pense que cet accompagnement, il est extrêmement important, puisque les producteurs, ils travaillent déjà plus de 90 heures par semaine. Donc avoir le temps de prendre du recul pour structurer une organisation, pour animer la gouvernance, pour trouver des débouchés, pour travailler sur la qualité. C'est d'autres métiers derrière, la transformation, la commercialisation, les emballages, etc. Donc cet appui, il est extrêmement important, mais je pense aussi qu'il n'est pas réplicable. C'est-à-dire chaque situation mérite un accompagnement différencié.